Ma sœur s'est moquée de ma robe d'enterrement démodée devant tout le monde, m'être traitant d'échec familial. Elle ignorait que la robe était une pièce de collection, que je possédais la société qui venait de la virer, et que sa lettre de renvoi était déjà signée. Voici comment je les ai tous anéantis. À l'enterrement de maman, ma sœur Bérénice s'est moquée de ma robe bon marché devant tout le monde, me traitant d'échec familial. Elle ricanait, son bracelet en diamant scintillant sous la lumière terne de l'église, me demandant si je n'avais pas pu faire un effort pour maman. Elle ignorait que la robe qu'elle qualifiait de « vêtement de marché aux puces » était une pièce de collection Balenciaga à 50 000 €, que je possédais la société de montres de luxe qui venait de la virer, et que sa lettre de licenciement était déjà signée. Voici comment, en voulant protéger l'héritage de ma mère, je les ai tous forcés à voir la vérité. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Avant de plonger dans les détails de cette journée qui a tout changé, je suis curieuse, depuis quelle ville ou quel pays écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore voir à quel point notre communauté est mondiale. Maintenant, revenons à ce jour pluvieux à Lyon. La pluie de novembre était glaciale. Elle frappait les vitraux de la cathédrale Saint-Jean à Lyon, donnant l'impression que le ciel lui-même pleurait notre mère. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était différente. Elle n'était pas triste. Elle était tendue, performative. Je me tenais en retrait, près d'un pilier de pierre froide, serrant contre moi un petit livre à la couverture usée. C'était le recueil de poésie préféré de maman. J'avais 35 ans, et depuis 20 ans, j'étais Clotilde, l'excentrique, la fille qui avait abandonné une vraie carrière pour s'occuper de la vieille librairie poussiéreuse de sa mère sur les quais de Saône. C'est alors que Bérénice est arrivée. Ma sœur aînée, 38 ans, influenceuse, style de vie, avec 1 million d'abonnés, est entrée comme si elle montait sur scène. Son manteau de marque dégoulinait d'une élégance ostentatoire, et son chagrin était aussi bruyant que ses talons sur le marbre. Elle a reçu les condoléances non pas avec tristesse, mais avec une sorte de grâce performative. Puis ses yeux m'ont trouvé. Elle s'est approchée, son parfum envahissant l'odeur d'encens et de pierre humide. Son regard a balayé ma simple robe noire, s'arrêtant sur le tissu mat, treillis. Clotilde, a-t-elle murmuré, assez fort pour que tante Amélie l'entende. Tu portes ça à l'enterrement de maman? Je n'ai pas répondu. J'ai juste serré le livre un peu plus fort. Elle a continué, un petit rire méprisant s'échappant de ses lèvres parfaitement maquillées. Je veux dire, je comprends que les temps sont durs pour toi, mais tu n'as même pas essayé. On dirait un vêtement que tu as trouvé au marché aux puces. Maman méritait mieux que ça. C'est juste, embarrassant. Embarrassant. Le mot est resté en suspens dans l'air froid. J'ai senti la douleur familière. Ce n'était pas l'insulte qui me blessait. C'était le fait qu'ils étaient là, à l'enterrement de la femme la plus incroyable que j'ai jamais connue, et qu'ils ne pensaient qu'à l'apparence. Ils ne pleuraient pas maman. Ils se donnaient en spectacle. Ce qu'elle ne savait pas, bien sûr, c'est que ma robe n'était pas du marché aux puces. C'était une création originale de Balenciaga de 1952, une pièce de musée valant plus de 50 000 €. Un vêtement que seuls les vrais connaisseurs pouvaient identifier, choisi non pas pour son prix, mais pour sa sobriété intemporelle. Sylvain, mon frère de 40 ans, s'est approché, son costume trop serré brillant sous la lumière. Il travaillait dans la « fintech », un mot qu'il utilisait pour masquer des activités dont je savais qu'elles étaient plus que douteuses. « Allez, Bérénice, sois gentille, dit-il en me donnant une tape condescendante dans le dos. Ne t'en fais pas, petite sœur. Après qu'on aura réglé le problème de la librairie, je te prêterai un peu d'argent. Tu sais, pour t'acheter des vêtements décents. » Grégoire, mon père, 68 ans, ancien promoteur immobilier dont la gloire était loin derrière lui, a hoché la tête avec approbation. Votre frère a raison. Elle est juste habituée à sa vie simple. Elle ne comprend pas ces choses-là. Une vie simple. C'est ainsi qu'il voyait ma vie. Il me voyait comme un échec charitable, une vieille fille coincée dans le passé de sa mère. J'ai levé les yeux vers eux, ma famille. Bérénice, l'influenceuse dont les contrats dépendaient d'une image qu'elle ne pouvait plus se permettre. Sylvain,
le génie de la finance dont le château de cartes était sur le point d'être soufflé par l'autorité des marchés financiers. Et mon père, Grégoire, dont l'empire immobilier n'était plus qu'une façade fissurée, tenue par des prêts qu'il ne pouvait plus rembourser. Il me prenait en pitié. Il me jugeait pour ma robe bon marché. Il n'avait aucune idée que l'entreprise que je dirigeais en secret, Scriptorium Novum, venait de finaliser l'acquisition de la marque de montres suisses qui payait Bérénice 500 000 € par an. Et que ma première directive, il y a 1 heure à peine, avait été de mettre fin à son contrat, avec effet immédiat, pour non-respect des clauses morales. J'ai simplement hoché la tête. Je vais bien. Je veux juste dire au revoir à maman. Ils se sont détournés, déjà ennuyés, retournant à leur public. Je les ai regardés s'éloigner, ces 3 individus brillants en surface, mais complètement brisés à l'intérieur. Ils me prenaient en pitié, sans savoir une seule seconde qu'ils se tenaient au bord du gouffre. Et que la seule personne qui pouvait les sauver était la petite chose embarrassante, dans sa robe bon marché. Après la cérémonie, j'ai évité la réception. Je ne supportais pas leurs murmures, leurs regards de pitié, leur chagrin performatif. J'ai conduit la vieille Renault 4 litres de maman, celle qui grinçait à chaque changement de vitesse, jusqu'à son sanctuaire. Mon sanctuaire. Le grimoire ancien. La librairie sur les quais de Saône. De l'extérieur, elle ressemblait exactement à ce que ma famille voyait, une façade décolorée, une vitrine encombrée de livres jaunis, un lieu hors du temps. Mais dès que j'ai franchi la porte, l'odeur de papier ancien, de cuir et de cire d'abeille m'a enveloppée comme une couverture chaude. C'était le seul endroit où je pouvais respirer. Je me suis assise sur le petit tabouret derrière le comptoir, là où maman s'asseyait, et j'ai caressé le bois usé. C'était ici qu'elle m'avait tout appris. Maman n'était pas qu'une libraire, elle était historienne de l'art. Elle m'avait appris à voir. À voir la valeur non pas dans ce qui brille, mais dans ce qui dure. À voir la beauté dans une reliure usée et l'histoire dans une page cornée. Mon père, Grégoire, n'avait jamais compris. Du gaspillage, disait-il. Un emplacement de premier choix sur le quai, gâché par tes passe-temps. Il voyait un terrain à bâtir, maman voyait une maison pour les idées. C'est pour cela que j'avais créé Scriptorium Novum il y a 15 ans. Cela avait commencé dans l'arrière-salle, avec un seul ordinateur et une idée folle. Maman avait des clients, des collectionneurs, qui avaient besoin de faire authentifier des manuscrits. J'ai utilisé mes études en histoire médiévale et en cryptographie pour les aider. D'un client, je suis passé à 10. Puis les musées ont appelé. Puis les archives nationales. Aujourd'hui, Scriptorium Novum était le leader mondial invisible de l'authentification, de la numérisation et de la préservation des manuscrits rares. Nous avions des laboratoires secrets à Lyon, Florence et Kyoto. Nous gérions des archives numériques valant des milliards. Et personne ne connaissait mon vrai nom. J'étais, c'est Moreau, le cerveau reclus, le fantôme dans la machine. Et tout cet empire, toute cette richesse, toute cette puissance, n'avait été construit que dans un seul but. Créer une forteresse financière si imprenable que lorsque maman ne serait plus là, je pourrais protéger ce petit local, ce grimoire ancien, de la cupidité de ma propre famille. Je savais que ce jour viendrait. Mon téléphone a vibré. Un message de Bérénice dans notre groupe familial. Quelle journée épuisante. Je suis vidée. Mais le devoir m'appelle. Demain, shooting pour la nouvelle campagne de montres. Maman aurait été si fière. J'ai failli rire. Le shooting de demain serait annulé. Son agent devait être en train d'essayer de la joindre en ce moment même. Puis, un autre message. Cette fois, juste pour moi. De Bérénice. Clotilde, chérie. J'ai réfléchi. Je m'inquiète pour toi, toute seule dans cette boutique poussiéreuse. Ça ne peut pas durer. J'ai pris les devants. J'ai contacté un ami agent immobilier, un certain Jean-Luc. Il est très doué pour vendre rapidement. Il passera demain matin pour évaluer l'endroit. C'est la meilleure chose à faire. Nous avons besoin de vendre ça au plus vite. Tu me remercieras plus tard. La froideur s'est installée dans ma poitrine. La voilà. L'attaque. Elle n'avait même pas attendu 24 heures après l'enterrement.
Elle ne venait pas seulement pour l'argent, elle venait pour effacer la dernière trace de maman, ce lieu qu'elle avait toujours méprisé parce qu'il représentait tout ce qu'elle n'était pas, intellectuelle, patiente, authentique. Elle avait engagé un requin pour dévorer le sanctuaire de ma mère. J'ai regardé le portrait de maman accroché au-dessus du bureau. Ses yeux semblaient me dire, je t'ai préparé à cela, ma chérie. Ils arrivent, maman, ai-je murmuré. Ils essaient encore de détruire ce que tu aimais. J'ai ouvert mon ordinateur portable sécurisé, celui caché sous le comptoir. J'ai envoyé un email crypté à mon bras droit, Pascal. Pascal. Il bouge. Activez le protocole de sauvegarde de l'héritage. Je veux un rapport financier complet et à jour sur Grégoire, Sylvain et Bérénice. Et enquêter sur un agent immobilier lyonnais nommé Jean-Luc. Je veux savoir tout ce qu'il a fait, à qui il doit de l'argent, et où il cache ses secrets. Immédiatement. Le jeu avait commencé. Il pensait venir réclamer les restes d'une petite librairie en faillite. Il ne savait pas qu'il venait de déclarer la guerre à un empire. Et il ne savait pas que c'est moi qui fixe les règles. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ma famille ne voyait pas seulement en moi un échec, elle voyait en moi un obstacle à leur cupidité, même si cela signifiait détruire le seul endroit que notre mère aimait. C'est une trahison terrible. Je veux vous poser une question, si vous étiez à ma place, sachant ce que vous savez sur leur situation financière et la vôtre, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous tout révélé immédiatement, ou auriez-vous fait comme moi? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'ai verrouillé la porte de la librairie à clé. J'ai éteint la petite lampe sur le comptoir, plongeant la boutique dans une obscurité respectueuse. Puis, je me suis dirigé vers l'arrière-salle, au-delà des toilettes et du petit coin cuisine. Au fond se trouvait une grande bibliothèque, remplie d'encyclopédies reliées en cuir que personne n'avait ouvertes depuis 50 ans. C'était du moins ce qu'il semblait. J'ai tiré sur un volume spécifique, L'art de la fugue, et j'ai tourné la reliure comme un cadran de coffre-fort. 33-18-27, l'anniversaire de maman. Un léger sifflement s'est fait entendre. La bibliothèque entière a pivoté sur elle-même, révélant un escalier en colimaçon en métal brossé, descendant dans les entrailles de la vieille ville de Lyon. L'odeur de papier a été remplacée par l'odeur de l'air filtré et de l'électricité statique. En bas, ce n'était pas une cave. C'était le centre névralgique de Scriptorium Novum. Les murs de pierre médiévale de la fondation de l'immeuble côtoyaient des écrans de verre ultramodernes. Des serveurs ronronnaient doucement dans des boîtiers réfrigérés. Mon équipe de nuit était déjà là, des historiens, des cryptographes, des analystes de données travaillant sous une lumière douce. Pascal m'attendait dans mon bureau personnel, une pièce voûtée qui avait probablement été un cachot au XVe siècle, maintenant équipée d'un mur d'écran. Pascal était mon bras droit. Un homme d'une 50aine d'années, méticuleux, loyal, et la seule personne au monde qui connaissait toute l'histoire. Mademoiselle Moreau, dit-il calmement, me tendant une tablette. Le protocole est activé. Voici les rapports. J'ai fait défiler les chiffres. C'était pire que je ne le pensais. Bérénice, sa dette de carte de crédit s'élevait à 312 450 €. Elle avait utilisé son futur contrat de montre comme garantie pour 3 prêts personnels distincts. Avec l'annulation du contrat, ses prêts étaient désormais en défaut de paiement. Elle était financièrement ruinée. Sylvain, son entreprise de fintech était bien un système de Ponzi. L'AMF, Autorité des marchés financiers, préparait une descente. Il avait détourné près de 4 millions d'euros, dont une grande partie avait été dépensée pour épater ses amis. Il risquait la prison ferme. Grégoire, père, ses 3 plus grands projets immobiliers étaient à l'arrêt. Il devait des millions aux fournisseurs. La banque, exaspérée par ses mensonges, avait enclenché la procédure de saisie sur la maison familiale d'Écully. Il avait 30 jours avant d'être expulsé. Ce n'était pas une bonne nouvelle. C'était une tragédie auto-infligée. J'ai fermé les yeux, et une image m'est venue. Maman, dans sa chambre d'hôpital, il y a 3 ans. Je m'étais arrangé pour qu'elle soit admise dans une clinique privée de classe mondiale à Genève, sous un faux nom, payant 80 000 € de ma poche pour le meilleur chirurgien oncologue d'Europe. J'avais demandé à Bérénice et Sylvain de venir.
juste pour lui tenir la main. Bérénice m'avait répondu qu'elle ne pouvait pas, elle était en pleine Fashion Week de Paris. Tu comprends, Claude, c'est crucial pour ma marque. Sylvain avait dit que l'assurance s'en chargerait et qu'il était sur le point de conclure l'affaire de sa vie. Je suis restée seule avec maman pendant 10 jours. Je lui ai lu des poèmes de son livre préféré. Ma colère n'était pas de la jubilation. C'était une fatigue profonde. Une fatigue de 20 ans à être la seule adulte dans la pièce. Et Jean-Luc, ai-je demandé à Pascal. Pascal a souri. Un sourire fin, presque invisible. Ah, Jean-Luc. Il est lié à Grégoire. Il semble que Grégoire lui ait promis une commission énorme s'il parvenait à vous faire vendre la librairie à bas prix. Il a des dettes de jeu. Parfait, ai-je dit. Il essaie d'intimider une pauvre petite libraire pour sauver sa propre peau. Il semble, mademoiselle. Pascal, ai-je dit, veuillez contacter nos partenaires de la banque Rothschild. Informez-les, de manière officieuse, que toute personne associée à Jean-Luc représente un risque financier de niveau maximal. Pascal a hoché la tête. Ce sera fait avant le café de demain matin. Bien. Demain, Monsieur Jean-Luc viendra me faire une offre. Je veux qu'il se sente en pleine confiance. Je veux qu'il croie qu'il a affaire à une imbécile. Ce ne sera pas difficile pour lui, dit Pascal. Il est très arrogant. Bien. Je suis resté dans le silence du bunker, le cœur lourd. Ils avaient tout eu. L'éducation, l'argent de départ de maman, qu'ils avaient dilapidé, l'amour inconditionnel qu'elle leur portait. Et ils avaient tout gâché. Et maintenant, ils venaient pour la dernière chose qu'elle aimait. Ils n'auront pas la librairie, maman, ai-je murmuré à l'obscurité. Je te le promets. Le lendemain matin, j'ai ouvert la librairie à 10 heures précises, comme maman l'avait fait pendant 30 ans. L'odeur du café frais se mélangeait à celle des vieux livres. Le piège était en place. À 10h30, Jean-Luc est entré. Il n'a pas essuyé ses pieds, laissant des traces de boue sur le parquet que j'avais ciré la veille. Il était exactement comme Pascal l'avait décrit, costume trop cher, montre trop grosse, sourire trop large. Alors, c'est ça, le tas de vieux papiers, dit-il en donnant un coup de pied dédaigneux à une pile de livres. J'ai gardé mon calme, adoptant mon masque de Clotilde la Simplette. Bonjour. Je suis Clotilde. Vous êtes Monsieur Jean-Luc? Exact. Écoutez, ma petite dame, je vais être directe. Bérénice et Grégoire m'ont envoyé. Cet endroit est un trou à rats. Il vaut 0 €. L'emplacement est bon, mais il faudra tout raser. Il s'est approché de moi, envahissant mon espace personnel. Mais voilà, je suis un gars sympa. Et je veux aider votre famille. Je vous offre 100 000 €, en espèces. Immédiatement. Vous signez là, et vous pouvez partir avec un petit quelque chose. Il me tendait un stylo et un contrat. 100 000 €. Pour un bâtiment sur les quais de Saône qui en valait au moins 15 fois plus, sans compter la valeur du stock. J'ai fait semblant d'être dépassé. Oh, 100 000 €, c'est beaucoup d'argent. C'est une offre unique, ma chérie. Prenez-la. Son téléphone a vibré. Il l'a regardé, et son sourire s'est légèrement crispé. Probablement sa banque. Ou son bookmaker. Je ne sais pas, ai-je balbutié. J'ai besoin de temps. Son masque de sympathie est tombé. N'importe quoi. Vous êtes idiote ou quoi? Signez le papier. J'ai reculé. Non. Je ne peux pas. S'il vous plaît, partez. Il m'a fusillé du regard. Grosse erreur, petite. Grosse erreur. Vous allez le regretter. Il est sorti en claquant la porte, faisant trembler les vitres. Dès qu'il a disparu, j'ai décroché le vieux téléphone à cadran sur le comptoir. J'ai composé le numéro direct de Monsieur Bernard, le PDG de la plus grande agence immobilière de luxe de Lyon. C'était un collectionneur passionné de cartes anciennes, un de mes meilleurs clients chez Scriptorium Novum. Bernard? Bonjour, c'est Clotilde Moreau. La voix de l'autre côté s'est immédiatement réchauffée. Clotilde. Quel plaisir.
Avez-vous trouvé le planisphère de 1640 dont nous parlions? Mieux que ça, ai-je dit. Mais je vous appelle pour autre chose. Une petite chose curieuse. Un de vos concurrents, un certain Jean-Luc, non, attendez, il n'est même pas votre concurrent, un petit agent minable, vient de me harceler dans ma boutique. Il m'a proposé 100 000 € pour le bâtiment de ma mère en me menaçant. Il y eut un silence. Clotilde, ce bâtiment est un trésor. C'est illégal. Qui est cet homme? Jean-Luc, attendez, j'ai sa carte, ah oui. Il travaille pour Imorapide. Il m'a aussi dit qu'il était un ami de mon père, Grégoire Moreau. Le silence de Bernard fut glacial. Je vois. Grégoire, et Jean-Luc. Clotilde, ne vous inquiétez plus de cet homme. Je vais passer quelques appels. Il semble que monsieur Jean-Luc ait oublié les règles de la courtoisie lyonnaise. Il ne les oubliera plus. J'ai raccroché, un léger sourire aux lèvres. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, les choses s'accéléraient. Bérénice était dans un café chic, essayant d'impressionner ses amies influenceuses en payant la note. C'est pour moi, les filles. Sa carte, une Amex Platinum, a été refusée. Impossible, réessayer. Refusé. Sa visa. Refusé. Rouge de honte, elle est sortie en courant, prétendant avoir oublié quelque chose. Elle a appelé sa banque. Madame, votre principal contrat d'ambassadeur a été résilié. Vos lignes de crédit sont gelées en attendant le remboursement de vos prêts. Elle n'a pas écouté la suite. De son côté, Sylvain a reçu un email officiel de l'AMF. Ses comptes étaient gelés. Une convocation lui était adressée. La panique s'est emparée de lui. Et c'est à ce moment-là que la porte de ma librairie s'est ouverte à la volée, faisant tinter la clochette furieusement. C'était Bérénice. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en désordre. Son maquillage coulait. Clotilde, a-t-elle crié, sa voix aiguë de panique. Mes cartes. Elles ne marchent plus. Le contrat, ils l'ont annulé. Je ne sais pas pourquoi. Tu dois me prêter de l'argent. Immédiatement. Je l'ai regardée, elle qui, la veille, se moquait de ma robe. Je n'ai pas bougé de mon tabouret. J'ai levé les yeux de mon livre. Vraiment? Et tu me parles comme si c'était mon problème, Bérénice? Le visage de Bérénice est passé de la panique à l'incrédulité. Bien sûr que c'est ton problème. Nous sommes une famille. La famille, ai-je répété doucement. C'est drôle, tu n'as pas utilisé ce mot hier, quand tu me traitais d'embarras devant tout le monde. Oh, arrête avec ça, dit-elle en agitant la main, comme pour chasser une mouche. C'était le chagrin qui parlait. Je ne le pensais pas. Maintenant, sois sérieuse. J'ai besoin de 50 000 €. Juste pour tenir le coup. 50 000 €. La moitié de ce que Jean-Luc m'avait offert pour le bâtiment. Bérénice, ai-je dit, en fermant mon livre. Regarde autour de toi. Est-ce que cet endroit ressemble à une banque? C'est une librairie. Nous vendons des livres d'occasion. Certains jours, je gagne 30 €. C'était la vérité. La librairie elle-même était à peine rentable. C'était Scriptorium Novum qui finançait tout, mais elle ne le savait pas. Elle m'a regardé avec un dégoût non dissimulé. Mais tu as dû économiser. Tu ne dépenses jamais rien. Tu vis comme une nonne. Tu n'achètes pas de vêtements, tu ne sors pas. Tu as bien dû mettre de l'argent de côté. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la couper au couteau. Elle me reprochait de ne pas dépenser d'argent, elle dont la vie entière était basée sur la dépense d'argent qu'elle n'avait pas. Je n'ai pas d'argent pour toi, Bérénice. Sa voix est devenue suppliante, mais fausse. S'il te plaît, Clo. C'est ma carrière. Ma vie. Si je ne peux pas maintenir mon style de vie, je vais tout perdre. Mes abonnés. Et que sais-tu de ma vie, Bérénice? Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois comment j'allais? Vraiment demandé? Elle a été prise de court. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle ne trouvait pas de réponse. C'est ce que je pensais. Voyant que la pitié ne fonctionnait pas,
Elle est revenue à ce qu'elle connaissait le mieux, la cruauté. Tu sais quoi? Tu es pathétique, cracha-t-elle. Tu es exactement comme maman. Vous vous accrochez toutes les deux à ce tas de poussière comme si c'était un trésor. C'est juste des livres. Du papier mort. Tu préfères tes livres morts à ta propre sœur. Elle a attrapé une pile de livres sur une table proche et l'a jetée au sol. Les pages se sont envolées. Inutile, a-t-elle crié. C'est ce que tu es. Inutile. Tu préfères vivre dans le passé plutôt que d'aider ta famille dans le présent. Tu n'es qu'une lâche. Elle m'a fusillé du regard, attendant une réaction. Elle voulait que je crie, que je pleure. J'ai simplement répondu, j'ai du travail, Bérénice. S'il te plaît, pars. Je te déteste, hurla-t-elle. Elle est sortie en trombe, laissant la porte grande ouverte sur le vent froid de novembre. Je me suis levée lentement. J'ai ramassé les livres un par un, lissant les pages cornées. L'un d'eux était le recueil de poésie de maman. J'étais fatiguée. Pas en colère. Juste, fatiguée. La clochette a de nouveau sonné, doucement cette fois. C'était Madame Dubois, une de nos clientes les plus âgées et les plus fidèles. Elle avait vu Bérénice sortir en courant. Elle s'est approchée de moi et a posé sa main ridée sur la mienne. Ne vous en faites pas, ma chère Clotilde, dit-elle de sa voix douce. Les âmes peu profondes ont toujours peur de la profondeur de l'océan. Elles préfèrent barboter là où c'est bruyant et sans danger. Elle a regardé autour d'elle. Cet endroit est un trésor. Votre mère le savait. Et vous le savez. J'ai hoché la tête, reconnaissante. Merci, Madame Dubois. Maintenant, dit-elle, je crois que vous avez ce livre sur les jardins de Babylone pour moi? Alors que je cherchais son livre, mon téléphone a vibré. Un numéro que je connaissais trop bien. Mon père. Grégoire. Je n'ai pas décroché. Il a laissé un message. Sa voix était tendue, furieuse. Clotilde. Je ne sais pas quel jeu tu joues. Bérénice vient de m'appeler en larmes. Sylvain est convoqué par l'AMF. Et mon offre sur le terrain de Caluire vient d'être refusée. Tout s'effondre. J'ai besoin de toi. Ramène-toi à la maison. À Écully. Maintenant. Et apporte tous les papiers de la librairie. On va régler ça ce soir. Il avait raccroché. J'ai écouté le message, mon cœur battant calmement. Le ton autoritaire. L'ordre. L'ultimatum. Il pensait encore qu'il contrôlait tout. Il pensait qu'il pouvait me convoquer comme une enfant désobéissante. Très bien, papa, ai-je murmuré après que Madame Dubois soit partie. Tu veux une réunion de famille? Tu vas la voir. J'ai appelé Pascal. Pascal, préparez la Bentley. Et amenez l'équipe juridique. Nous allons à Écully. Il est temps de mettre fin à cette histoire. J'ai conduit la vieille Renault 4 litres de maman jusqu'à Écully. C'était un acte délibéré. Je voulais qu'il me voie arriver, une dernière fois, comme il m'avait toujours vue, petite, insignifiante, conduisant une antiquité. La villa de mon père était une horreur d'architecture moderne. Du verre, de l'acier froid, et une piscine à débordement qui semblait se moquer du ciel gris. C'était la maison que Grégoire avait construite après le succès de ses premiers projets, ce que maman avait financé avec son héritage à elle. Une maison que maman avait toujours détestée. Quand je suis entrée, ils étaient là. Grégoire, faisant les 100 pas devant la baie vitrée, un verre de whisky à la main. Sylvain, affalé sur le canapé en cuir blanc, tapotant frénétiquement sur son téléphone, cherchant probablement un moyen de fuir le pays. Elle est là, grogna Grégoire. Il s'est tourné vers moi, son visage rouge de colère. Il était temps. As-tu les papiers? De quel papier parlez-vous, papa? Ai-je demandé calmement, en restant près de la porte. Ne joue pas à l'idiote avec moi. Les papiers de la librairie. Nous devons vendre. Maintenant. Je ne vendrai pas la librairie. Sylvain a levé la tête, ses yeux injectés de sang. Tu n'as pas le choix, Clotilde. Tu ne comprends pas? C'est fini. J'ai besoin d'argent pour un avocat.
Papa a besoin de 5 millions d'euros avant vendredi, sinon la banque prend la maison. 5 millions, ai-je dit, en feignant la surprise. Et comment comptez-vous obtenir 5 millions d'une boutique poussiéreuse qui vaut 0 €? J'ai utilisé les mots exacts de Jean-Luc. Grégoire m'a foudroyé du regard. L'emplacement, idiote. L'emplacement. J'ai un acheteur qui paiera 6 millions, mais seulement si nous signons ce soir. Alors donne-moi les papiers. Non. Le mot était si calme, si ferme, qu'il a coupé court à sa tirade. Quoi? J'ai dit non. La librairie n'est pas à vendre. C'est l'héritage de maman. C'est tout ce qui compte. L'héritage? Sylvain a éclaté d'un rire hystérique. L'héritage? On parle de notre survie, et tu parles d'un tas de vieux bouquins. Tu es aussi folle qu'elle l'était. C'est assez, ai-je dit, ma voix montant pour la première fois. N'ose pas parler d'elle comme ça. Je parle comme je veux, a hurlé Grégoire. Cette famille est en train de couler à cause de ton égoïsme. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ce que vous avez fait pour moi? Vous m'avez ignoré. Vous m'avez méprisé. Vous avez méprisé maman. Le seul héritage dont vous vous souciez, c'est l'argent. L'argent que vous avez pris à maman et que vous avez gaspillé. Comment oses-tu? Grégoire a levé la main, sa paume ouverte, prêt à me frapper. Clac. Ce n'était pas le son de sa main sur mon visage. C'était le son lourd et mat d'une portière de voiture de luxe se fermant à l'extérieur. Nous nous sommes tous figés. Grégoire a baissé la main, confus. Les portes d'entrée se sont ouvertes. Pascal est entré. Il portait un magnifique costume sombre qui valait probablement plus que la vieille Renault de maman. Il était suivi de 2 personnes, un homme et une femme, transportant des mallettes en cuir. L'équipe juridique. Bonsoir, mademoiselle Moreau, dit Pascal, d'une voix claire qui résonnait dans le hall en marbre. Nous sommes prêts. Grégoire et Sylvain nous regardaient, bouche bée. Pascal? Qu'est-ce que c'est que ça, Clotilde? C'est qui, ces gens? Demanda Grégoire, sa colère remplacée par une confusion totale. C'est mon équipe, papa, ai-je dit. J'ai fait un pas en avant, quittant l'ombre de la porte pour entrer dans la lumière froide du salon. Mademoiselle Moreau, répéta Grégoire, le mot résonnant étrangement. Pourquoi t'appelle-t-il Mademoiselle Moreau? Sylvain, le génie de la FinTech, a été le premier à comprendre. Il est devenu blanc comme un linge. Il a laissé tomber son téléphone. Moreau, murmura-t-il. Attends, pas c'est Moreau? C'est Moreau de Scriptorium Novum? Le silence qui a suivi fut total. On aurait pu entendre une épingle tomber. Grégoire me regardait, ses yeux passant de moi à Pascal, puis de nouveau à moi. La réalisation était lente, douloureuse, impossible à traiter pour son esprit arrogant. Clotilde, dit-il, sa voix n'étant plus qu'un filet. J'ai souri. Un sourire triste, fatigué. Bonjour, papa. Bonjour, Sylvain. Je pense qu'il est temps que nous ayons une vraie réunion de famille. Je me suis avancée et je me suis assise dans le fauteuil de mon père. Son trône. Un grand fauteuil en cuir blanc face à la baie vitrée. Habituellement, il s'asseyait là pour dominer la pièce. Maintenant, il se tenait debout, l'air perdu. Oui, papa. C'est Moreau, c'est moi. Clotilde Moreau. Grégoire a secoué la tête. Non. Non, ce n'est pas possible. Scriptorium Novum, c'est une entreprise mondiale. Elle vaut des milliards. Elle est dirigée par un génie reclus. Pas par toi. Tu vends des livres. Je vends des livres, oui, ai-je dit. La librairie est ma couverture. C'est aussi mon cœur. Mais Scriptorium Novum est mon épée et mon bouclier. Je l'ai fondé il y a 15 ans, dans l'arrière-salle, pour protéger ce cœur. Bérénice est arrivée à ce moment-là, ayant apparemment été convoquée par mon père. Elle a vu la scène moi dans le fauteuil, les avocats, Pascal, son père et son frère livide. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez enfin réussi à lui faire signer, demanda-t-elle,
pleine d'espoir. Tais-toi, Bérénice, siffla Sylvain. Pascal s'est avancé, posant sa tablette sur la table basse. Il a appuyé sur un bouton. Un écran mural, que mon père utilisait pour regarder le football, s'est allumé. Il n'y avait pas de match. Il y avait l'organigramme de Scriptorium Novum. Un réseau complexe de holdings, de laboratoires de recherche et de fondations. Et tout en haut, une seule photo, la mienne. Bérénice a lâché son sac à main. Laissez-moi résumer la situation, ai-je dit, ma voix calme résonnant dans le silence de mort. Bérénice. Tu as été licenciée ce matin par la marque de montres suisse. C'est exact. Ce que tu ne sais pas, c'est que Scriptorium Novum a racheté cette marque la semaine dernière. J'ai signé ta lettre de licenciement. Elle a porté une main à sa bouche. Sylvain. Tu es sous enquête de l'AMF pour avoir monté une pyramide de Ponzi. Ce que tu ne sais pas, c'est que les principaux investisseurs que tu pensais avoir floués étaient en fait mes employés. Nous avons documenté chaque transaction frauduleuse. J'ai remis le dossier complet à l'AMF hier. Sylvain s'est effondré sur le canapé, sa tête entre ses mains. Et papa. Grégoire. Tu as besoin de 5 millions d'euros avant vendredi. Tu penses que c'est la banque qui te saisit. C'est adorable. La banque ne fait rien sans mon accord. Vois-tu, j'ai racheté ta dette. La totalité. Je suis ton seul créancier. Je possède cette maison. Je possède tes projets. Je possède tout. J'ai laissé la vérité s'installer. L'air était irrespirable. Mais, pourquoi, a finalement murmuré Grégoire. Pourquoi tout ça? C'est monstrueux. Monstrueux? J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Vous voulez savoir ce qui est monstrueux? C'est de se moquer de la robe de sa sœur le jour de l'enterrement de sa mère. C'est de voler l'argent de sa mère pour financer une vie de mensonges. C'est d'essayer de détruire le seul héritage qu'elle aimait pour couvrir ses propres échecs. Ça, c'est monstrueux. J'ai repris mon souffle. Vous pensez que j'ai fait ça pour me venger? Vous me donnez trop peu de crédit. Je n'ai pas le temps pour la vengeance. Je l'ai fait pour la protection. Je savais que ce jour viendrait. Le jour où votre cupidité et votre arrogance vous rattraperaient. Le jour où vous viendriez, comme des vautours, pour la librairie. Alors j'ai construit un mur. Pas un mur d'argent. Un mur de vérité. Ils étaient brisés. 3 statues de fierté déchues. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Bérénice, sa voix brisée. Tu vas nous envoyer en prison? Nous jeter à la rue? Je les ai regardés, un par un. Mon père, l'intimidateur, maintenant un vieil homme effrayé. Mon frère, le génie, maintenant un simple criminel. Ma sœur, l'icône, maintenant juste une femme endettée. Ce serait la solution facile, ai-je dit. Et Dieu sait que vous le méritez. Mais maman n'aurait pas voulu ça. Elle croyait en la rédemption, même quand je n'y croyais pas. J'ai fait un signe de tête à Pascal. Les avocats se sont avancés, posant 3 dossiers sur la table. Voici mes conditions. Ce n'est pas une négociation. C'est votre seule bouée de sauvetage. Hein, papa? Tu perds cette maison. C'est fini. Je te logerai dans un petit appartement de 2 pièces à la Croix-Rousse. Tu n'auras pas de voiture. Tu auras une allocation de base. Et tu travailleras comme bénévole à la bibliothèque municipale de Lyon. Tu passeras le reste de ta vie entouré de ce que tu as toujours méprisé, la connaissance. 2. Sylvain. Je te fournis le meilleur avocat de France. Il obtiendra un accord. Tu plaideras coupable, tu coopéreras pleinement. Tu éviteras la prison ferme, mais tu auras un bracelet électronique. Et tu travailleras. Pour moi. Dans le département pro bono de Scriptorium Novum, où tu utiliseras tes compétences financières pour aider les petites entreprises que tu as essayé d'escroquer. Et 3. Bérénice. J'ai marqué une pause. Tu vas travailler à la librairie. Au SMIC. Tu commenceras demain, à 8 heures. Ta première tâche sera de nettoyer les toilettes.
Ensuite, tu feras l'inventaire complet du stock. À la main. Tu apprendras la valeur du travail, la vraie. C'est humiliant, murmura Bérénice. C'est une éducation, ai-je rétorqué. C'est plus que ce que vous m'avez jamais offert. Vous avez 24 heures pour accepter mes conditions par écrit. Si vous refusez, je lâche tout. Les banques, l'AMF, les créanciers. Vous perdrez tout, et cette fois, je ne serai pas là pour vous rattraper. Je me suis levé. Pascal et les avocats ont rassemblé leurs affaires. Oh, et Bérénice, ai-je ajouté en me retournant sur le seuil. Elle a levé les yeux, pleins de larmes et de haine. 8 heures. Ne sois pas en retard. Je suis sortie, montant dans ma Bentley qui ronronnait doucement. J'ai laissé derrière moi 3 personnes dans les ruines fumantes de leur propre arrogance, avec un choix à faire, accepter la pénitence, ou affronter l'oubli. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le lendemain matin, à 7h58, Bérénice est arrivée devant la librairie. Elle n'était pas venue en taxi, elle avait pris le métro. Elle portait un simple jean et un pull, mais ses yeux étaient gonflés et rougis. Elle portait sa humiliation comme un manteau mal coupé. J'ai ouvert la porte. Je ne lui ai pas dit bonjour. Je lui ai tendu un seau, une serpillière et des gants en caoutchouc. Les toilettes sont au fond. Je veux qu'elle brille. Elle m'a regardé, son visage se tordant de rage. Elle voulait crier. Elle voulait jeter le seau à ma figure. Je l'ai vue se battre contre elle-même. La fierté contre la peur. La peur a gagné. Elle a arraché le seau de mes mains et s'est dirigée vers l'arrière-salle. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Grégoire faisait ses cartons. L'appartement de 2 pièces à la Croix-Rousse était propre, lumineux, mais terriblement petit. Il n'y avait pas de place pour ses costumes sur mesure, ses trophées de golf, ses meubles de designer. Il a dû choisir ce qu'il gardait. Pour la première fois de sa vie, il a dû faire la différence entre ce dont il avait besoin et ce qu'il voulait. Il s'est assis sur un carton, l'air perdu, un vieil homme dans un monde qu'il ne reconnaissait plus. Sylvain, lui, était dans un bureau stérile, face à Maître Dubois, l'avocat que je lui avais assigné. Dubois était une légende du barreau de Paris. « Votre sœur vous a offert une chance en or, jeune homme, dit froidement l'avocat. Le dossier de l'AMF est accablant. Il pourrait vous envoyer en prison pour 10 ans. Mais avec les preuves que votre sœur a fournies des preuves de votre coopération précoce, même si elle était involontaire, nous pouvons négocier. Une peine avec sursis, un bracelet électronique, et un remboursement total. Vous allez travailler très dur pendant très longtemps pour rembourser ce que vous avez volé. » Sylvain a écouté, réalisant lentement que Clotilde ne l'avait pas seulement piégé. Elle lui avait aussi construit une porte de sortie. Une porte très étroite, mais une porte quand même. À la librairie, j'entendais Bérénice frotter le sol des toilettes avec une énergie furieuse. Quand elle a eu fini, je lui ai donné sa tâche suivante. Voici le grand livre de l'inventaire. Et voici le premier rayon. Je veux que tu vérifies chaque livre, que tu notes son état, et que tu le compares au registre. Il y a environ 40 000 livres dans cette boutique. Tu commences par A. Point. Elle m'a regardé, horrifiée. 40 000 ? Commence, ai-je dit. Les jours se sont transformés en une semaine. Bérénice était une employée terrible. Elle était lente, elle se plaignait, elle passait son temps sur son téléphone, qui ne fonctionnait plus que pour les appels de base. Un après-midi, je l'ai trouvée assise par terre dans le rayon Histoire, en train de pleurer silencieusement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé, sans sympathie. « Le travail manuel est trop dur pour tes mains manucurées ?» Elle a secoué la tête, tenant un livre ouvert sur ses genoux. « C'est l'écriture de maman » a-t-elle sangloté. Je me suis approchée. C'était un vieux carnet de notes de maman, glissé entre 2 livres. C'était son journal. Bérénice a pointé une page du doigt. Sa main tremblait. J'ai lu. 10 mars.
Bérénice a pleuré aujourd'hui parce que je n'ai pas pu lui acheter la robe de marque qu'elle voulait. Elle m'a dit qu'elle avait honte de moi. Je m'inquiète pour elle. Elle ne voit que ce qui brille. Elle ne voit pas que l'or véritable est silencieux. J'ai peur qu'elle passe sa vie à chasser des reflets sans jamais trouver la source de la lumière. Bérénice a fermé le journal. Elle m'a regardé, son visage ravagé par un chagrin que je n'avais jamais vu chez elle. Un chagrin authentique. Elle savait, murmura-t-elle. Elle a toujours su. Et Elle n'a pas pu finir. Elle s'est levée et a couru dehors, sous la pluie. Je ne l'ai pas suivie. Elle est revenue 1 heure plus tard, trempée, les yeux rouges. Elle n'a rien dit. Elle a pris le grand livre d'inventaire. Elle est allée au rayon B et elle s'est mise au travail. Elle était toujours lente. Mais pour la première fois, elle était silencieuse. Concentrée. Ce n'étaient pas des excuses. C'était loin d'être la rédemption. Mais comme l'avait dit Madame Dubois, c'était un début. J'ai pris une décision concernant la villa d'Écully. Je n'allais pas la vendre. La vendre aurait été faire ce que mon père voulait, même si c'était pour des raisons différentes. J'ai appelé Pascal. Nous allons transformer la maison. Videz-la de tout ce qui est Grégoire. Je veux qu'elle devienne l'Institut Moreau pour les humanités numériques, une résidence pour les jeunes chercheurs et historiens boursiers de Scriptorium Novum. L'endroit que mon père avait construit comme un temple à l'argent allait devenir un temple au savoir. L'ironie était délicieuse. Pendant que les équipes de rénovation commençaient à vider la maison, j'ai fait une dernière visite. Dans le bureau de mon père, l'endroit où il m'avait levé la main dessus, je vérifiais les tiroirs. Derrière une rangée de faux livres de droit, il y avait un petit coffre. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de documents secrets. Il y avait juste un livre. Le recueil de poésie que j'avais tenu à l'enterrement. Je l'ai ouvert. Une lettre était glissée à l'intérieur. L'écriture de maman. Mais elle n'était pas adressée à moi. Elle était adressée à mes 3 enfants. Mes chers Grégoire, Sylvain et Bérénice, j'ai froncé les sourcils. Pourquoi mon nom n'y était-il pas? Si vous lisez ceci, c'est que je suis partie, et que Clotilde vous a probablement sauvé. Ne soyez pas surpris. Elle a toujours été la plus forte d'entre vous. Mon cœur a manqué un battement. Elle savait. J'ai passé ma vie à vous regarder courir. Grégoire, tu cours après le succès. Sylvain, tu cours après l'argent facile. Bérénice, tu cours après l'admiration. Et pendant tout ce temps, Clotilde était immobile. Elle ne courait pas. Elle construisait. L'argent est une illusion. Le succès est temporaire. L'admiration est un poison. Le seul véritable héritage, c'est le savoir. C'est ce que vous laissez dans l'esprit des autres. C'est ce que vous protégez. Grégoire, ton vrai talent n'a jamais été de construire des murs, mais de raconter des histoires. Sylvain, ton esprit vif n'a jamais été fait pour la finance, mais pour résoudre des énigmes. Bérénice, ta passion n'a jamais été pour les vêtements, mais pour la beauté. Ne méprisez pas la librairie. C'est le cœur de cette famille. C'est là que tout le savoir est gardé. Clotilde est la gardienne de ce savoir. Écoutez-la. Aimez-vous les uns les autres. Mais plus important encore, voyez-vous les uns les autres. Vraiment. Maman. J'ai plié la lettre, les mains tremblantes. Elle n'était pas pour moi. Elle était pour eux. J'ai organisé un dîner ce soir-là. Dans le petit appartement de 2 pièces de mon père. J'ai apporté une simple quiche et une salade. Sylvain est venu, son bracelet électronique émettant un léger bip lorsqu'il est entré. Bérénice est arrivée, fatiguée de sa journée à la librairie, ses ongles cassés. Grégoire avait préparé la table. C'était gênant. Le silence était lourd. Après le dîner, je leur ai donné la lettre. Grégoire l'a lue à haute voix. Sa voix s'est brisée plusieurs fois. Quand il a eu fini, personne n'a parlé pendant une longue minute. Bérénice pleurait. Pas des larmes de rage, mais des larmes de deuil. Sylvain regardait ses mains. Grégoire a levé les yeux vers moi. Elle savait, dit-il.
Elle a toujours tout su. Et elle t'a choisi. Toi. Elle ne m'a pas choisi, ai-je dit doucement. Elle m'a fait confiance pour vous garder tous ensemble. Elle savait que le savoir était le seul héritage, et elle m'a nommée gardienne. Ce soir-là, nous n'étions pas riches ou pauvres. Nous n'étions pas un PDG, un criminel, une snob ou un promoteur déchu. Nous n'étions que 3 enfants qui venaient de comprendre, enfin, leur mère. Mon téléphone a vibré. Un email de Pascal. Mademoiselle. L'article est paru. Le Monde. Le titre de l'article était « C'est Moreau, le cerveau de Scriptorium Novum sort de l'ombre ». Comment une libraire de Lyon est devenue la gardienne la plus puissante du savoir mondial. Le secret était révélé. 6 mois ont passé. Le Monde savait qui j'étais. L'article du Monde avait fait l'effet d'une bombe. On m'avait surnommée la fantôme de la Saône. Des journalistes campaient devant la librairie. Des offres d'achat pour Scriptorium Novum, se chiffrant en milliards d'euros, arrivaient chaque jour. J'ai tout refusé. Ma vie, en apparence, n'a pas changé. Je suis toujours à la librairie. C'est là que je travaille. Le bunker en dessous est mon bureau, la boutique au-dessus est mon salon. Mais tout le reste a changé. Bérénice est toujours à la librairie. Elle n'est plus au SMIC, je l'ai augmentée. Elle est devenue compétente. Plus que ça, elle est devenue passionnée. Elle a découvert qu'elle avait un talent pour trouver des livres rares. Et elle a lancé un club de lecture pour enfants le mercredi après-midi. Elle leur lit des histoires avec une passion que je ne lui avais jamais connue. Elle a trouvé sa beauté. Sylvain a évité la prison. Son travail au sein de la Fondation Pro Bono est remarquable. Il utilise son esprit vif pour créer des modèles financiers pour les artisans et les petites entreprises, les protégeant des prédateurs comme lui-même l'avait été. Il a trouvé ses énigmes. Grégoire est le bénévole le plus zélé de la bibliothèque municipale. Il organise des visites, raconte l'histoire de Lyon aux touristes. Il a trouvé ses histoires. Ils ont tous trouvé leur place, non pas dans l'argent, mais dans le savoir, comme maman l'avait prédit. Quant à moi, je suis toujours Clotilde. La gardienne. La villa d'Écully est maintenant pleine de jeunes étudiants brillants, débattant de philosophie dans l'ancienne salle de sport de mon père. La porte de la librairie s'est ouverte. Madame Dubois est entrée, s'abritant de la pluie de printemps. « Bonjour, ma chère Clotilde, dit-elle en souriant. « Bonjour, Madame Dubois. » Elle a regardé Bérénice, qui aidait un client à trouver un livre sur l'art byzantin, parlant avec une réelle connaissance. Elle a vu Grégoire, qui était passé déposer des biscuits faits maison, en train de dépoussiérer une étagère. « C'est beau, murmura Madame Dubois. « Qu'est-ce qui est beau, ai-je demandé. La transformation. Vous voyez, dit-elle en me tapotant la main, je vous l'avais dit. Les trésors sont toujours cachés dans les endroits les plus profonds. Il faut juste savoir où regarder. J'ai souri. Elle avait raison. Mon nom est Clotilde Moreau. Ma famille m'a regardé pendant 20 ans et a vu un échec. Aujourd'hui, quand ils me regardent, ils voient enfin, moi. Et plus important encore, ils se voient enfin eux-mêmes, et ils voient l'héritage de notre mère. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. L'histoire de ma famille a été compliquée, pleine de douleurs, mais aussi de rédemption. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont connu des dynamiques familiales difficiles, des moments où vous vous êtes senti invisible ou sous-estimé par ceux qui auraient dû vous voir le mieux. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû prouver votre valeur face à ceux qui vous méprisaient? Partagez votre histoire, vos sentiments, ou simplement vos réflexions sur ce que la famille signifie pour vous, dans les commentaires ci-dessous. J'ai vraiment hâte de lire chacune de vos expériences. Et si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché, s'il vous plaît, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime », « Like » et surtout, en vous abonnant, subscribe, à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Chaque like, chaque abonnement, aide cette communauté à grandir. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, ne laissez jamais personne définir votre valeur. Et cherchez toujours le trésor caché sous la poussière.